Salut tout le monde, c'est Pauline du compte Noircir les pages. C'est un compte de lecture et d'écriture et aujourd'hui on va parler lecture. Vous vous souvenez, en janvier, j'ai tourné une vidéo pile à lire trimestrielle pour les lectures que j'avais prévues de janvier à fin mars. Et comme on est à la fin du mois de mars, c'est l'occasion de faire un petit bilan lecture. Donc dans cette vidéo, on va parler de tous ces livres-là. Donc il y a beaucoup de littérature française et un seul livre de littérature américaine. Il y a pas mal de fantasy, de fantastique et il y a aussi un petit peu de contemporain. Il se pourrait même qu'il y ait un petit peu de romance, ce qu'on ne va pas forcément retrouver le plus sur ma chaîne. Mais écoutez, c'est un bon bilan, je pense, déjà pour 3 mois de lecture. Alors, il faut savoir que je ne suis pas une très grande lectrice. Mon rythme de lecture a quand même vachement ralenti ces dernières années. L'année dernière, j'avais lu une vingtaine de livres, je crois, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et mon objectif cette année, c'est d'en lire au moins 20. Commencer les 3 premiers mois avec 5 livres, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Tout d'abord, je vais vous donner mon avis sur la trilogie du Peuple de l'air. On va aussi parler de l'effet boule de neige et de la petite romance fake dating. Vous allez aussi pouvoir découvrir les Arcanes de brume de Fanny Caldin avec sa couverture toute dorée. On va aussi parler d'Urban Fantasy avec Subdown le tome 1. Et enfin, on va pouvoir parler de santé mentale avec À vivre avec. Le premier livre que j'ai lu cette année, c'est La Reine sans royaume de Holly Black. C'est donc le tome 3 de la trilogie Le Peuple de l'air. C'est publié chez Rajo. Si vous connaissez ou si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Le tome 1, c'est Le Prince Cruel et je pense que c'est l'un des livres qui est le plus connu sur Instagram. Ce tome 3, je trouve que on conclut vachement bien la trilogie. Mais si vous ne l'avez pas lu, eh bien, je vais vous résumer le tome 1. Le tome 1 du Prince Cruel, eh bien, on va suivre l'histoire de Jude, qui est une humaine qui a 17 ans et qui a été arrachée au monde des humains quand elle était enfant avec sa sœur. Et elle a été conduite dans le royaume de Terrafae et à la haute cour de Domelf. À Terrafae, eh bien, c'est dans le nom, c'est la terre des Fae, c'est-à-dire que c'est la terre de créatures immortelles, cruelles, magnifiques, qui vont se jouer des humains et qui vont même se moquer d'eux et les insulter, voire vouloir les tuer. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance qui se dégage. Être une humaine dans une terre de Fae, ça va créer des embrouilles, forcément. Mais comme c'est notre personnage principal, et que le titre du tome 1 c'est Le Prince Cruel, eh bien on va avoir une confrontation entre l'humaine la plus détestée du royaume et le prince qui s'en fout complètement d'être quelqu'un d'horrible. Et donc, il va y avoir il va y avoir des très grosses embrouilles entre les deux personnages et il va y avoir une histoire politique qui, malgré tout, je trouve, est quand même très bien développée dans la trilogie. On a 7 héritiers de la couronne, le prince Cruel, le prince Cardan et l'humaine qui va vouloir se débarrasser un petit peu de cette image d'humaine un peu fragile, etc. pour s'élever à la cour sans l'aide de son père, évidemment. Dans ce tome 3, on va retrouver notre Jude qui est beaucoup plus mature que dans le tome 1, je trouve. Et on va aussi retrouver, évidemment, le prince Cardan. Mais on va avoir des petits retournements de situation qui sont plutôt bienvenus, je trouve. C'est un récit plutôt dynamique. Dans le tome 2, on a aussi tout cet aspect politique qui va être développé et qui va être repris dans celui-ci. Et je trouve que ce tome-ci conclut plutôt bien, l'arc qui est développé et qui conclut aussi bien les relations entre les personnages. Pour moi, dans toute la trilogie, l'intrigue est vraiment bien menée et l'aspect politique que j'évoquais il y a quelques secondes, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Pour moi, c'était vraiment l'histoire d'une humaine avec un fae cruel sur les bords qui voulait la tuer et une humaine qui était un peu grise finalement. On comprend pas toujours, dans mon cas, je ne comprenais pas toujours ses réactions où il y a des moments où elle était un petit peu... elle voulait le voir souffrir et en même temps, pas tellement... il y a des petites subtilités que j'ai pas forcément compris, je pense. Vraiment, quand j'ai commencé la trilogie l'année dernière, je pensais pas trouver une intrigue politique aussi bien ficelée finalement.
Après, au niveau des personnages, je ne me suis pas forcément attachée à eux. J'ai pas forcément compris toutes les intentions de Jude et eh bien le prince Cardan, il va dire quelqu'un un petit peu imbu de lui-même, qui n'a pas forcément conscience que ses actes peuvent avoir des conséquences, et ce genre de personnage un petit peu naïf mais qui joue quand même avec sa carte, avec ses cartes, je sais pas trop, avec son caractère. Mais cependant, j'ai bien aimé suivre l'évolution de tout ce monde et de tout l'impact politique et familial qu'il y a dans ce roman. Et je trouve que c'est vraiment plutôt bien traité. Le deuxième livre que j'ai lu en début d'année, c'est L'effet boule de neige de Clara Hérault, publié aux éditions Hachette. Et ici, on est sur de la romance, et je dirais même de la romance de Noël, parce que ça se passe dans un contexte de vacances de fin d'année, dans un chalet à la montagne, avec du ski, etc. Dans ce livre, on suit l'histoire d'Iris, qui est secrètement amoureuse de son meilleur ami Charles. Avant que Charles ne parte aux États-Unis pour un stage, ils se sont embrassés dans une soirée un petit peu arrosée. Et depuis, Iris espère que Charles se rende compte, avec la distance, qu'il tient énormément à elle et qu'ils sont faits pour être ensemble. Sauf que la désillusion arrive au moment où Charles revient en France pour les fêtes de fin d'année et qu'à l'aéroport, ils se retrouvent tous et que Charles n'est finalement pas seul. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce qu'Iris va faire? Est-ce qu'elle va essayer de convaincre son meilleur ami qu'il se trompe, ou alors est-ce qu'elle va essayer de l'oublier? Heureusement, elle n'est pas seule, il y a sa meilleure amie Anastasia qui va lui proposer un pari un peu fou, qui est de demander au frère de Charles, donc Alex, de jouer le jeu et de faire comme s'ils étaient ensemble pour le rendre jaloux. Ça, c'est l'idée de base. Mais est-ce que Alex va accepter de sortir avec elle pour du faux et rendre jaloux le frère qu'il n'aime pas tellement? J'ai adoré cette histoire. Franchement, c'est la première fois que je lis une romance de Noël qui est aussi bien écrite. Je n'ai pratiquement jamais lu de romance de Noël. Je crois que j'ai lu qu'un seul livre qui se passe à Noël et franchement, c'était pas terrible, je trouve. Mais ici, c'était génial. J'ai vraiment adoré suivre l'histoire d'Iris et d'Alex. Je trouve que les émotions, les sentiments sont très bien développés. Le fake dating aussi est très bien expliqué, notamment par sa meilleure amie Anastasia, avec de temps en temps des messages qu'elles peuvent s'envoyer toutes les deux, un petit peu comme des updates de fake dating. Et j'ai trouvé ça très intéressant qu'on ne nous lâche pas seulement le concept et qu'ensuite on occulte un petit peu celle qui l'a proposé. Donc il y a vraiment une trame qui se tient du début à la fin avec Anastasia. Une histoire plus profonde que la romance dans ce livre, notamment l'histoire familiale d'Alex et de Charles, qui sont des frères qui finalement se détestent. Mais pourquoi ils se détestent? Est-ce que ces vacances vont être un véritable échec et un véritable chaos? Ou est-ce qu'au final tout est bien, qui finit bien? J'ai été complètement surprise, j'ai adoré la relation entre Iris, Alex et même avec Charles, qui peut parfois paraître un petit peu, comment dire, un peu limite dans ses réactions, un petit peu énervant, mais au final tout s'explique à la fin. Je trouve ça très intéressant que les personnages n'ont pas juste un caractère pour dire de porter un petit peu l'histoire. Ici, ils rendent vraiment justice à l'intrigue et comme je disais, il y a vraiment quelque chose en plus que la romance et c'est vraiment très intéressant à suivre. Le point positif aussi de ce roman, c'est les dialogues, les échanges et l'expression des sentiments par les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment très bien trouvés, très profonds, et comme vous pouvez voir, il y a quelques petites notes qui ont été prises. Je ne me rappelle plus exactement ce que ça concerne. Mais voilà, on a des réflexions tout au long du roman sur le fake dating. Est-ce que ces émotions sont réelles ou est-ce que c'est pas la proximité qui fait que ils ressentent ces choses-là? Franchement, c'est un livre qui est très très beau. Les deux personnages se découvrent au fur et à mesure, se dévoilent aussi, autant d'un côté que de l'autre. On n'a pas un personnage forcément plus mystérieux ou un peu le trope du sauveur ou je ne sais quoi. C'est vraiment très très bien. Je ne peux que le conseiller. Franchement, si vous avez envie de lire une romance de Noël ou au moins un livre qui se passe en hiver ou aux fêtes de fin d'année, je vous le conseille.
mais c'est aussi un livre qui a déjà eu son succès. J'espère qu'il l'aura de nouveau à la fin de l'année. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu cette année, c'est Les Arcanes de Brume, le tome 1, La Cartomancienne, écrit par Fanny Caldin et publié dans la collection R. Donc ici, on suit l'histoire de cette jeune adolescente qui s'appelle Pita et qui est une mendiante à Marseille en 1850. Pita a toujours compté sur elle-même, sauf quand la Providence place sur son chemin un mystérieux oracle divinatoire. Chaque tirage la fait basculer dans un monde de brume où des silhouettes un petit peu étranges et grisonnantes jouent l'avenir sous ses yeux. Grâce à la magie des cartes, elle doit découvrir qu'une quête l'attend, un voyage vers les secrets de son passé. Mais l'oracle attire aussi les convoitises et il lui faudra beaucoup de courage pour déjouer les pièges du hasard qui n'aime rien tant que bousculer le destin. Vous l'avez compris, ici on parle de cartomancie, de tarot, de destin, de hasard, etc. De choses un petit peu fantastiques finalement. Et c'est quelque chose de thématique que je n'ai retrouvé dans aucune de mes lectures jusqu'à présent. Et donc j'ai vraiment adoré cette lecture. J'ai trouvé déjà la plume de Fanny Caldin très riche, assez descriptive, avec des descriptions vraiment très poussées qui rendent la lecture très agréable, j'ai trouvé. J'ai eu peut-être un petit peu de mal à me mettre dedans parce que justement c'était assez riche et avec beaucoup de synonymes parfois, mais finalement je me suis attachée à la plume vraiment d'une qualité incroyable de l'autrice et notamment j'ai adoré suivre les aventures de Pita qui se découvre une vie insoupçonnée, inespérée et un don qu'elle ne connaissait même pas et qu'elle n'aurait même pas pu imaginer. Le côté découverte de l'univers et de la cartomancie par Pita et par le lecteur donc prend, je pense, au moins la moitié du roman où on va la suivre découvrir la signification des arcanes, la signification des dessins, des écritures, des chiffres, des symboles. Et c'est à la fois très intéressant quand on n'y connaît rien comme moi et en même temps on se rend compte que Pita va apprendre et évoluer avec son jeu. Et c'est hyper intéressant. De plus en plus, je pense que je lis des livres où les personnages principaux sont de jeunes adultes ou adultes. Et ici, ça change complètement d'avoir un personnage préadolescent. Les réactions ne sont pas les mêmes et on voit qu'elle a ce côté découverte, cette volonté d'en savoir plus, d'en apprendre plus, de comprendre pourquoi son jeu attire autant les convoitises. Et on voit aussi qu'elle n'a pas peur d'aller de l'avant et c'est une dynamique que j'ai beaucoup aimé retrouver dans ce livre. Il y a aussi des questionnements qu'on ne retrouve pas dans les livres où les personnages sont de jeunes adultes parce que justement elle a un petit côté insouciant qui apporte de la légèreté à l'histoire et je trouve ça plutôt bien réussi finalement. Et donc Pita est un personnage attachant, curieux qui justement par sa capacité à vraiment observer ce qui l'entoure donne des descriptions très détaillées. Ensuite, le système de magie, j'ai beaucoup aimé parce que je l'ai trouvé original, intriguant et surtout, on le découvre au rythme de Pita. Justement, ça me fait penser au déroulement de l'intrigue. Finalement, ça reste une intrigue assez classique, on va dire, avec la découverte du don, un moment d'hésitation, on se demande si Pita est celle qu'il faut pour porter ce don. On a une histoire de formation, de questionnement, d'essai, de tentative et aussi de convoitise par les autres personnages et ensuite de compréhension pour à la fin avoir une happy ending finalement, un happy end avec la conclusion à son voyage qui amène des nouvelles intrigues mais qui aussi conclut plutôt bien ce tome 1. Donc je dirais que c'est un tome qui est bien mené, qui est assez introductif, mais qui promet un univers assez riche et dense et que j'ai hâte de découvrir dans le tome 2. Le prochain livre dont je vais parler, il s'agit de Subdown Pounds of Fire, le tome 1, écrit par Aurore Vasselin-Lescaut, qui est un livre auto-publié et qui est une véritable brique. Il est énorme, il est hyper lourd. Franchement, je me suis fait les poignets avec ce livre, mais ça en valait la peine parce que c'est un coup de cœur, ce livre.
Voilà, il est énorme. Je ne sais plus combien de pages il fait exactement. Il fait un tout petit peu plus de 610 pages. Et franchement, c'est très dense à l'intérieur. Si vous voulez, je vais plutôt vous montrer des pages des premiers chapitres pour éviter de spoiler. Mais par exemple, vous voyez, on a des pages comme ceci qui sont très grandes et qui sont bien remplies, ma foi. Donc, voilà pour ce livre. Je vais enlever les petites illustrations pour que ce soit plus simple. Donc, dans ce livre, on suit l'histoire de tous ces petits personnages, dont l'histoire d'Ariane, qui est le personnage principal parmi les personnages principaux qui sont là. Ça se passe à Londres, dans un monde contemporain. C'est une urban fantasy d'ailleurs. Tous ces personnages ont des pouvoirs, des capacités un peu à la X-Men, si vous voulez. C'est aussi l'argument qui m'a fait acheter ce livre parce que j'adore X-Men et que avoir des personnages qui ont tous des capacités particulières, je trouve ça hyper intéressant. Notamment, tous les personnages ont des capacités originales et ce que j'ai adoré, c'est justement que c'est dans le titre. Donc je ne vais pas forcément l'expliquer parce que quand je l'ai découvert moi-même, j'étais en mode oh, mais ça veut dire ça, Subdown, c'est incroyable. Donc je ne vais pas le révéler ici parce que si vous voulez découvrir ce livre, j'ai pas envie de vous le gâcher. Par exemple, notre personnage principal ici peut créer des illusions et c'est justement la phrase d'accroche du roman. Que feriez-vous si vous appreniez que vous étiez capable de créer des illusions? De supprimer la peur ou supprimer la douleur ou alors créer de la glace par la simple force de votre esprit. Non mais c'est incroyable. Est-ce que vous seriez de ceux qui se laisseraient griser par l'excitation ou au contraire de ceux qui s'en méfient? Est-ce que vous rechercheriez de l'aide auprès des personnes comme vous, qu'on appelle donc des Subdown, ou est-ce que vous préfériez vous débrouiller seul et être un petit peu solitaire dans le monde des humains lambda? Donc, on a une histoire avec ces personnages, mais évidemment, il y a des personnages un petit peu qui vont venir un petit peu titiller tout ça avec les trackers qui rôdent dans la ville de Londres et au final à l'échelle mondiale. Est-ce que vous déciderez de vous battre contre les trackers pour protéger vos libertés ou est-ce que vous préférez vivre caché? Alors, j'ai adoré ce roman. Vraiment, c'est mon deuxième coup de cœur de l'année après l'effet boule de neige. Et pourtant, on n'est pas du tout sur la même chose. Déjà, je vais vous laisser profiter de la magnifique couverture, n'est-ce pas? On voit qu'on a Aurore ici... Aurore, c'est l'autrice et à chaque fois je me trompe, c'est terrible. On a Ariane ici au premier plan qui est face à la ville de Londres, face à la City et on a des flammes ici. Parce que Palms of Fire, ça veut dire pion de feu. Dans tout le livre, on a des comparatifs avec les jeux d'échecs et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai adoré suivre l'histoire de tous ces personnages. Ils ont tous une personnalité et une manière de raconter l'histoire qui est tellement personnelle que c'est un plaisir vraiment de les suivre. J'ai l'impression d'avoir été avec eux, à leur côté, à vivre leur peur, à vivre leurs moments de joie ou leurs moments de stress, etc., ou leurs moments de doute. Et j'ai adoré découvrir au fur et à mesure l'histoire de chacun de ces personnages. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que on commence avec Ariane, mais qu'au fur et à mesure des chapitres, eh bien, on découvre le passé et les volontés de chacun des personnages. On apprend les choses au compte-gouttes et on apprend les choses au rythme du personnage concerné, mais aussi des autres personnages. Et j'ai bien aimé le fait que certains éléments ne soient pas dits à tous. Ça crée donc un petit peu de confusion parmi les personnages. Le fait que certains se cachent des choses. Alors, il y a un moment entre certains personnages où je me disais mais il va falloir parler au bout d'un moment parce que c'est plus possible cette tension. Mais au final, globalement, ça s'est très bien passé et ils ont réussi tous à dire ce qu'ils avaient sur le cœur et ça, c'est très important. Il y a un personnage que j'ai préféré parmi tous les autres ici. Bon, je pose le livre parce que j'ai pas le poignet.
Il y a un personnage que j'ai préféré ici parmi tous les autres, c'est notamment le personnage d'Evan. Je trouve qu'il est assez mystérieux tout au long du livre et je crois que c'est celui qui m'a fait poser le plus de questions. Et franchement, c'était très agréable de découvrir toutes ces personnalités. On a des personnages qui sont plus mystérieux, d'autres qui vont vraiment se cacher, d'autres qui vont hésiter à faire partie de ce groupe parce qu'ils vont vouloir vivre plus cachés, etc. Et franchement, toute cette intrigue autour des trackers, je l'ai trouvée très intéressante. Est-ce qu'il va y avoir des morts dans ce roman? Est-ce qu'il va y avoir des déceptions, des larmes? Vous allez découvrir tout ça si vous le lisez, mais c'est vraiment très très bien écrit. J'ai adoré le rythme de cette histoire. Ça ne s'essouffle pas, je trouve, d'une partie à une autre. C'est vraiment entre les passés, les souvenirs, les projections, la découverte des dons par les personnages, que ce soit leur propre découverte ou la découverte que nous, lecteurs, on peut en faire. Eh bien franchement, j'ai trouvé ça très très bien écrit et j'ai très hâte d'avoir le tome 2. Je ne sais plus ce qu'Aurore avait dit, mais je crois qu'il va y avoir pas mal de tomes pour cette saga. Donc j'ai hâte de découvrir les autres et vraiment si vous avez envie de le lire, eh bien je ne sais pas comment vous pouvez vous le procurer, mais j'espère que vous pouvez parce que franchement ça vaut le coup. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu au mois de mars, en début de mois de mars, c'est À vivre avec d'Alice Pauzière qui est publié aux éditions Scrinéo. Ce livre, je l'ai dévoré. Je l'ai lu en seulement 5 jours, alors que les autres, franchement, je les ai lus en beaucoup plus longtemps. Alors ici, À vivre avec, c'est vraiment un coup de cœur aussi. Je suis vraiment contente d'avoir eu que des bonnes lectures, franchement, au début de l'année, parce que je suis assez difficile en lecture et là, je suis ravie. À vivre avec, c'est un roman qui peut parler de santé mentale et notamment de dépression. Parce qu'on suit l'histoire de Victoire qui n'a pas dit un seul mot depuis le décès de son meilleur ami. On va aussi suivre Oscar qui ne cesse de parler et de parler et de parler pour fuir l'anxiété. Et enfin, on a Isaac qui tente de recoller les morceaux avec sa mère après un événement dramatique. Ensemble, ils forment un trio assez improbable de jeunes adultes qui sont brisés par la vie. Et c'est pourtant ensemble qu'ils vont trouver la force d'avancer. C'est vraiment un roman qui parle de rencontres, mais aussi de solitude, de combats qu'on mène chez soi et de l'image qu'on montre à l'extérieur. Et ici, ça se passe notamment à Paris, à l'université, en première année de licence de droit. Ici, on va suivre Victoire qui quitte le foyer familial et qui s'installe dans son propre appartement à la veille de sa rentrée à la fac. Victoire, c'est un personnage qui est en dépression et qui fait face à ses propres démons, qui fait face à ses cauchemars et qui fait face au traumatisme de la mort de son meilleur ami, qui a aussi une place importante dans ce roman et c'est l'un des points que j'ai beaucoup aimé, c'est que par petites touches, à certains moments, le meilleur ami va prendre la parole, on va dire, et va apporter vraiment une profondeur au récit que j'ai trouvé très touchante. Victoire aussi, c'est quelqu'un qui ne parle plus, qui ne dit pas un mot et qui est piégé dans son propre silence et dans ses propres angoisses. On voit ici les fils qui sont un peu les fils qui la retiennent vers son passé, qui la tirent en arrière. Et donc le premier jour, elle va réussir à aller à la pré-rentrée, mais elle ne va pas réussir à entrer dans le bâtiment. Pourtant, elle va rencontrer Oscar, qui est un personnage lumineux, coloré, avec des cheveux blonds, un regard très éloquent, très expressif, et surtout, il est bavard comme personne. Et donc, les deux personnages, d'abord, se rencontrent et on voit tout de suite les personnalités différentes avec l'une qui ne parle pas et l'autre qui parle trop. Mais est-ce qu'il parle vraiment trop ou est-ce que ça exprime autre chose? En tout cas, j'ai adoré suivre Oscar également, mais je crois que mon personnage préféré, c'est Isaac. Parce que c'est un personnage qui va vraiment
beaucoup intériorisé. Déjà les deux autres personnages intériorisent beaucoup, mais celui-ci on voit vraiment la différence entre ce qu'il montre à l'extérieur, à la fac, et ce qu'il vit chez lui, ce silence beaucoup trop lourd, l'ambiance beaucoup trop pesante et la maison qui s'est éteinte finalement avec l'événement qu'il a vécu avec sa mère. C'est un parallèle qui est extrêmement bien écrit, qui est extrêmement riche, je trouve, qui est bouleversant. Et franchement, j'ai trouvé Isaac, son personnage et sa personnalité, voilà, complètement bouleversant, complètement réaliste finalement, où le personnage montre une certaine facette et au final, c'est complètement autre chose qu'il vit à l'intérieur de lui. C'est aussi un personnage qui va... entre guillemets, repousser l'aide des autres, mais qui va se rendre compte que les autres sont aussi là pour lui. Victoire va aussi être dans cette même problématique, et on a aussi forcément les paroles de Victoire avec un peu ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, ce qu'elle pense, notamment avec son petit doudou qu'on entend parfois parler. J'ai trouvé ça très intéressant. Franchement, la santé mentale est très bien traitée dans ce livre. C'est vraiment pas un livre qu'on peut, je pense, lire à toutes les périodes. Je pense que c'est un livre qu'on doit lire quand même quand on est dans un bon état d'esprit, parce que les thématiques ne sont pas du tout évidentes à lire. Ça peut heurter, je pense, qu'on parle de dépression, d'angoisse, de deuil, de décès. Il y a d'autres thématiques, mais je ne vais pas forcément les citer parce que je pense que ça spoil un peu. Mais voilà, pour moi, c'est un livre qu'il faut lire quand même, parce que ça met en avant des thématiques qu'on n'aborde pas forcément toujours dans les romans contemporains ou même dans les histoires fantastiques. Et ici, le fait que ce soit traité de manière contemporaine avec des exemples parlants, eh bien, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Le fait qu'on suive la reconstruction et aussi les passages au passé qui expliquent pourquoi elle est brisée et pourquoi les autres personnages le sont aussi. Franchement, ces allers-retours entre le passé et le présent et même un potentiel futur, j'ai trouvé ça extrêmement bien mené. Donc voilà, j'ai adoré aussi ce roman d'Alice Pauzière qui est son tout premier roman. J'ai beaucoup aimé sa plume aussi, qui est assez brute parfois et qui est très juste, qui ne cache pas la vérité. J'ai beaucoup aimé comment ça a été décrit, on sent que c'est réel et que ça peut arriver à n'importe qui. Donc vraiment, j'ai adoré ce livre. Je ne peux que le conseiller également parce que franchement, ça a été un coup de cœur. Et voilà, j'ai hâte d'en lire plus de cette autrice. Donc voilà, ce point lecture est terminé. J'espère que vous avez aimé suivre les différentes histoires que j'ai pu découvrir au fur et à mesure de ces 3 premiers mois. J'ai beaucoup aimé toutes mes lectures, comme vous avez pu le voir. Peut-être que la lecture la moins bonne, ça reste La Reine sans Royaume. Et franchement, ça me peine même pas de dire ça parce que ce n'est pas une autrice francophone et que j'adore soutenir les plumes francophones. Donc voilà, je suis super contente d'avoir lu tous ces livres. On se retrouve bientôt pour une nouvelle palle trimestrielle. Et en attendant, je vous souhaite de belles lectures. Bisous!